Hello à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de Fil en Aiguille. Je suis Émeric Beaumont et chaque semaine je vais à la rencontre de personnalités singulières au parcours hors du commun pour essayer de répondre aux questions que l'on s'est tous déjà posées au moins une fois. Pourquoi certaines personnes ont fait le choix de prendre une voie différente ? Comment ont-elles fait pour réussir ? Mais surtout, in fine, comment de fil en aiguille elles en sont arrivées là où elles sont aujourd'hui ? Et oui, parce que je vous le donne en mille, c'est possible de faire autrement, d'oser et de concrétiser. La preuve, ils ont pu le faire. Et maintenant, plus d'excuses, vous saurez comment. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Julien Côté dans cette émission. Julien est docteur, plus précisément médecin allergologue. D'ici quelques minutes, vous allez comprendre pleinement de quoi il s'agit. En parallèle, en plus d'une vie associative bien chargée, il est président de l'Ordre des médecins d'Eure-et-Loir, chef d'entreprise d'une start-up dans l'e-santé et surtout père de famille. Ensemble, on a déroulé le fil de sa vie pour comprendre pourquoi et comment il en est arrivé là aujourd'hui. J'ai vraiment apprécié cet échange où nous avons pu parler sans tabou de sa vie et de sa culture personnelle. Parce que vous allez le découvrir, Julien a une philosophie de vie et un fonctionnement propre à lui-même. Rien que pour l'entendre parler cinéma, je vous conseille de rester jusqu'à la fin. Je n'en dis pas plus et je laisse place à la discussion en vous souhaitant une bonne écoute. Bien. Bonjour Julien, merci beaucoup de m'accueillir chez toi, dans ta maison, à Chartres. Enchanté. Ouais, Enchanté. Ravi. On va dire enchanté parce qu'on se connaît, donc ravi de te revoir. Exactement, ravi de te retrouver. Moi j'aurais une toute première question pour toi, qui concerne l'une de tes passions parce que je te connais bien. Et je trouve que c'est souvent révélateur de la personne. Tu es fou de judo, ceinture noire si je dis pas de bêtises. Pourquoi le judo ? Est-ce que tu t'identifies aux valeurs ? Oui, alors c'est une bonne question. Alors la ceinture noire, je suis en train de la passer. J'ai commencé le judo, j'avais 5 ans. Je vivais à Paris, j'étais à Boulogne. Et en fait, j'étais fan des Tortues Ninja. Ça vient de là. C'est pour ça que je ne mange que des pizzas. C'est vrai en plus. Et que j'ai fait les arts martiaux, c'est à cause des dessins animés de notre enfance. Et en fait, le judo, c'est pas du tout un sport pour moi. Alors pas du tout, c'est ma vie, c'est un art de vivre. Quand tu arrives dans le dojo, c'est une famille, le respect, la convivialité, le respect des autres, le respect du maître. Et effectivement, je me reconnais dans les valeurs. Alors, elles sont tatouées sur mes bras. Donc les 7 principes du Bushido qui ont été décrites par... alors que je ne dise pas de bêtises, Nitobe Inazo en 1899, c'est les 7 vertus du Bushido, donc de la voie du guerrier, le respect, la politesse, etc. Oui, c'est ce qui fait ma vie et je suis avant tout un homme de valeur. Et le judo, c'est ça. C'est vraiment ça et j'essaie de l'inculquer à mes enfants aussi. J'ai un de mes 2 fils qui a commencé le judo il y a 3 ans, il a 6 ans. Tu me connais bien. Hyper clair, mais tu me oui. connais bien. Et quand tu dis que ça fait partie de ta vie, c'est aussi une des questions que j'avais pour toi. Je sais que tu as pratiqué le jeûne fractionné. Est-ce que ça fait partie de ta discipline ? Est-ce que ça fait partie de toi ? Est-ce que tu le pratiques toujours ? C'était quoi les bienfaits ? Mais le jeûne fractionné, c'est parce que j'ai pris du poids pour diverses raisons, à cause du travail, à cause de la vie perso, des repas, tu vois. Et puis parce que je suis malade aussi, donc avec beaucoup de traitements qui m'ont fait prendre beaucoup de poids, qui ont fait que j'ai dû arrêter le judo pendant une quinzaine d'années. Et puis à un moment, en fait, tu essayes de... Enfin, je pense que tout le monde a vécu ça. On essaye tous des régimes, on essaye tous des choses, puis on perd pas de poids. Et c'était la mode du jeûne fractionné. Et j'avais un pote ostéo avec qui je bossais qui me dit « Ouais, ça marche, essaye ça. » Et en fait, c'est la solution de facilité. Parce que tu n'as pas de sport à faire. Tu peux, sur les repas où tu manges, faire un excès calorique. Donc, j'ai vu ça comme une facilité pour perdre du poids rapidement. Donc, je l'ai fait et effectivement, j'ai perdu du poids très vite, très rapidement. J'ai perdu beaucoup de poids, j'ai perdu 10 ou 12 kilos. Et puis, comme tout régime mal fait, je les ai repris. Et j'ai repris plus. Et effectivement, non, c'est pas bon. Les régimes fractionnés, c'est des saloperies. Pourtant, je suis médecin et je le sais, tu vois, c'est ça qui est marrant. C'est qu'on tombe quand même dans la mode, on tombe quand même dans le truc. J'ai mon bagage médical, je sais très bien que c'est pas bon de faire ça. Mais à un moment, t'en as marre, tu te dis, mais je peux plus me voir, j'aime pas mon corps, je suis pas bien quand je me lève le matin, quand je passe devant un miroir. Donc, il faut que je perde du poids rapidement. Alors qu'au fond de toi, tu sais qu'il y a ce rationnel médical qui dit, mais Julien, t'es en train de faire une connerie. Et je l'ai fait. Alors maintenant, je le fais plus du tout. J'ai un vrai coach qui me suit. Je fais du sport comme il faut toutes les 48 heures avec une vraie alimentation équilibrée. Et j'ai du coup perdu 13 kilos en l'espace d'un an. Et c'est du vrai poids de perdu que je ne reprends pas. Et j'ai repris ma ligne, mais qui s'est fait correctement. Donc non, le jeûne, je le fais plus et je le ferai plus jamais. C'est fini. Et donc non, ça faisait pas partie de la discipline.
Ok. C'était pas par discipline pour répondre à ta question, parce que j'ai digressé, ni en rapport avec le judo. Alors c'est vrai que par contre, quand tu es à jeun, le sport c'est génial. Ça c'est clair. De temps en temps, ça m'arrive là tu vois, avec mon coach, je fais le sport le midi, entre les consultes. Et du coup, je suis à jeun. Moi, j'ai jamais mangé le matin. Je prends pas de petit-déj, je sais pas ce que c'est qu'un petit-déj. Et, euh, et c'est vrai que quand tu es à jeun et que tu fais du sport, putain, tu sécrètes à mort. Et c'est vraiment super de faire du sport à jeun. Mais ça faisait pas partie de la discipline. Ok. Donc là, comme tu l'as dit, tu es médecin allergologue, ça fait partie de tes nombreuses casquettes. Tu es chef d'entreprise d'une start-up dans l'e-santé. Tu es président d'association, président de l'Ordre des médecins en Eure-et-Loire, chef de famille. On va commencer par la base. Qu'est-ce qu'un allergologue déjà? Un allergologue, alors c'est une spécialité depuis quelques années. C'est le spécialiste des allergies. Donc les allergies respiratoires, donc la rhinite, la conjonctivite, l'asthme, les allergies alimentaires qui sont des maladies mortelles, hein, et tout comme l'asthme. L'asthme, c'est 1000 morts par an en France, on n'en parle pas. 3 morts par jour. C'est complètement sous-diagnostiqué, c'est mal traité. L'allergie alimentaire, comme je disais. L'allergie aux hyménoptères et aux non-hyménoptères, donc les abeilles, les guêpes, les frelons, etc. Pareil, c'est mortel, hein. Euh, L'allergie médicamenteuse qui augmente de plus en plus en prévalence. L'allergie cutanée avec les risques, les expositions professionnelles, donc les boulangers avec leur farine, les coiffeuses avec leurs produits colorants, etc. Donc on a tout un tas d'allergènes cutanés. Donc voilà, c'est la prise en charge de ça. Donc on fait un peu tout parce que comme on est une jeune spécialité et que les médecins généralistes, les pneumos, les ORL, etc. n'ont pas été formés pendant leur cursus les années précédentes, parce qu'on commence à se mettre en place, on se retrouve à tout faire. C'est-à-dire qu'on est en première ligne, on fait la prévention primaire, secondaire, tertiaire, on fait la prise en charge, on fait le suivi. Donc c'est très compliqué pour nous à l'heure actuelle, les allergologues, parce que si tu prends une autre spécialité comme la cardiologie ou la neurologie ou ce que tu veux, les patients, en fait, c'est leur médecin traitant qui découvre. Moi, j'étais généraliste avant, et donc tu découvres, tu fais le bilan. Puis si tu t'en sors pas, t'envoies au spécialiste ou si c'est trop grave, mais la plupart des pathologies en médecine courante, elles sont suivies par le généraliste. Nous, comme on a une spécialité peu connue et pas enseignée encore, on se retrouve à tout faire. Donc c'est très compliqué l'allergologie, on est à tous les niveaux, du diagnostic jusqu'à la prise en charge, l'éducation thérapeutique, la prévention, on fait tout. Tu anticipes un peu mes questions. Je vais reprendre par la base. Tu as fait combien d'années d'études là pour en arriver là, pour être allergologue? 11. C'est 11 années d'études. J'ai fait 9 ans pour être généraliste et Ok. après j'ai fait une capacité de 2 ans en plus pour devenir allergologue. Ça, c'était l'ancienne voie, c'est-à-dire que tu devais d'abord être thésé pour faire de l'allergologie. Donc tu devais être d'abord généraliste ou ORL ou pneumo ou pédiatre ou dermato. Et ensuite, tu faisais 2 ans de plus, ce qu'on appelle une capacité pour être spécialiste en allergologie. Maintenant, c'est quelque chose qu'on prend à l'internat. Donc au bout des 6 premières années de fac, tu choisis ta spécialité allergologie et tu fais 4 ans d'internat, donc 6 plus 4, 10. Donc les allergologues maintenant font 10 ans d'études. Hyper clair. Et toi, à titre personnel, comment t'en es venu à choisir médecine? Tes parents, ils étaient déjà dans ce domaine ou pas du tout? D'où est venue cette fibre médicale? Alors, pas du tout. Mon père, il était concessionnaire automobile. Voilà, il est parti de rien. Je crois qu'il n'a même pas son certificat d'études. C'est un big boss de la tôlerie. C'était un tôlier, pas un carrossier. Attention, il ne faut pas dire carrossier, hein. Dans les années 50, 60, il fallait dire tôlier. C'est pas le même apprentissage. Il est de la Nièvre, il est monté à Paris. Tu sais, c'est les self-made men, les types qui n'ont aucun diplôme. Et à l'époque, il est né en 45, mon père, à la fin de la guerre, monté à Paris. Il a gravi les échelons, travaillé comme un taré pour finir grand concessionnaire automobile chez Honda. Ma mère, pareil, serveuse, et puis elle a fini par tenir plein de restaurants. Donc j'ai personne de médical dans ma famille. Personne n'est dans le médical. Et tout petit, en fait, j'étais passionné par la chirurgie. Alors je prenais les dicos. Alors à l'époque, on n'avait pas Internet, hein, je suis né en 84. Je prenais les dicos, les encyclopédies qu'il y avait à la maison et je recopiais et je dessinais les intestins et tout ça. Je faisais plein de trucs comme ça. Et mes parents n'ont pas fait d'études. Ils n'ont aucun bagage comme ça. Ils ont même pas le bac, ils n'ont rien, hein. Et voilà, je suis rentré en médecine pour faire chirurgie. Et je voulais être chirurgien. Ok, Je qu'est-ce voulais qui être t'a fait chirurgien. changer de... Ah bah quand j'ai fait mes stages de chirurgie, j'ai compris que c'était pas pour moi, que ça allait être compliqué. Tu sais, tu t'arrives avec une idée et puis quand tu fais tes stages, tu te dis mais non, en fait, le travail d'équipe, c'est peut-être pas pour moi, la relation avec les infirmières, etc., les relations au bloc, le métier en lui-même. Et quand j'étais en première année, j'aimais beaucoup la chimie, j'aimais beaucoup la biologie moléculaire. J'étais fan de l'infiniment petit en fait. Alors que je pensais pas du tout en médecine que j'allais trouver ça. Moi, tu vois, j'étais allé là-bas pour l'anatomie, pour la chirurgie, et en fait, je me suis passionné pour le moléculaire.
Et quand j'étais en deuxième et troisième année, j'ai enseigné à la fac aux premières années. Il y avait ce qu'on appelle le tutorat pour aider les étudiants en première année. Et j'étais prof de biochimie. Et je me suis dit, non, mais c'est ça, j'adore quoi. J'adore ça. Puis j'ai continué mes études. J'ai fait l'internat de médecine générale. Et puis la médecine générale, ça ne me plaisait pas. Je ne m'y retrouvais pas. Et je me suis dit, il faut que je revienne à quelque chose de plus cellulaire, de plus moléculaire. Et je me suis passionné pour l'allergologie. Et j'ai dit, allez, je vais faire allergologue parce que l'allergo, c'est vraiment hyper moléculaire et hyper cellulaire. Et c'était ça mon truc. Alors tu vois, je ne suis pas du tout rentré en médecine pour ça. Je rentre en médecine pour pour l'anatomie, pour la chirurgie, à imaginer à faire des gardes, des opérations de 6 heures et tout ça, avoir une vie de chirurgien. Et en fait, j'en ressors et je suis un chimiste, en fait. Excellent. Et question peut-être très très naïve pour toi, mais d'une personne qui ne s'y connaît pas du tout comme moi, qu'est-ce qu'une allergie d'un point de vue hyper simple? Alors en fait, c'est une réaction. La définition de l'OMS, c'est une réaction inappropriée, exagérée du corps humain face à quelque chose qui n'est pas dangereux. Donc en gros, pour faire très simple, ton système immunitaire, il est censé s'activer quand tu vois un virus ou une bactérie. Donc dans la vie normale, tu manges, tu bois, tu respires, tout doit bien se passer, mais si tu es en contact avec un virus ou une bactérie, la Covid par exemple, ton système immunitaire va se mettre en marche. Et il va essayer d'expulser le virus, pour ça que tu vas éternuer, pour ça que tu vas tousser, etc. Et au niveau cellulaire, il y a plein de choses qui se passent pour essayer de tuer ce truc-là et tu guéris spontanément ou à l'aide d'un antibiotique. Ok, ça, c'est ton système immunitaire qui marche comme ça. L'allergique, lui, il va mettre en marche le système immunitaire, alors qu'en face, c'est pas du tout quelque chose de méchant qu'elle a. Donc en fait, c'est un bug du système informatique. Ce que je te dis là, c'est exactement ce que je dis à mes patients. Tu vois, c'est l'allergique, lui, il va voir un chat ou un chien, il va manger une cacahuète, il va voir un pollen. C'est des choses qui sont complètement naturelles. Et ben, son système immunitaire va croire que c'est un virus. C'est aussi simple que ça, c'est pas plus simple que ça l'allergologie. Donc c'est pas du tout un déficit immunitaire comme bien souvent des gens disent et des patients mal informés, c'est au contraire un excès de système immunitaire. Il se met en route alors qu'il n'avait pas à se mettre en route. Comme si un matin tu te lèves et ta télé elle est allumée ou ton ordi s'allumait tout seul. Bah là c'est pareil, ton système immunitaire il se met en route, il n'avait pas à se mettre en route. Et du coup tu vas te retrouver à réagir de façon excessive et inappropriée face à quelque chose qui est naturel. Donc on est allergique à des trucs naturels. Donc il faut arrêter de venir voir les allergologues en disant je suis allergique à tel truc chimique, à machin, ça c'est pas notre boulot. On voit très peu d'allergies au plastique, etc. C'est pas du tout notre lot quotidien. 99% des allergies combilantes, c'est les acariens, les pollens, les chats, les chiens, les cacahuètes, les bananes, les kiwis, tout ce que tu veux. Mais est-ce qu'on évolue ? Est-ce que ça évolue dans le temps ? On en guérit, entre guillemets, enfin. Alors tu peux en guérir spontanément dans certains cas, c'est quand même rare et la plupart du temps il faut faire une immunothérapie allergénique, donc une désensibilisation, ce qui est le cas de nos traitements. Et il y a des allergies qui, même avec des sensibilisations, ne peuvent pas guérir, surtout certaines allergies alimentaires. Mais on a de très bons résultats. C'est des choses qui marchent très bien sur les hyménoptères et puis sur les allergies respiratoires. Mais voilà, s'il y a un truc à retenir de l'allergique, bah, c'est l'allergique, c'est un gars ou une dame qui réagit alors qu'elle n'a pas à réagir. Et c'est pour ça, du coup, que tu as les mêmes symptômes que quand tu es malade. Quelqu'un qui est allergique au pollen ou aux acariens, ceux qui nous écoutent, ils vont se reconnaître, ils sont un quart de la population actuellement. Donc il y a forcément des allergiques qui nous écoutent, c'est 25%. Et en 2050, ça sera une personne sur deux. Donc là, les allergiques vont se reconnaître. Quand tu es allergique, tu éternues. Tu as le nez qui gratte, tu tousses, tu as mal au sinus. C'est exactement les symptômes que tu as quand tu es malade. Bah, c'est pas pour rien, c'est parce que tu as mis en place ton système immunitaire alors qu'en fait, tu n'avais pas à le mettre en place. Extrêmement intéressant. Merci beaucoup pour ces explications, Julien. Si on revient maintenant quelques années avant, au lycée, à la fac, tu étais quel style d'élève ? Oh mon Dieu, on est vraiment obligé d'aborder ça. Je peux pas mentir parce qu'il y a des gens qui vont écouter, donc j'ai pas le choix. J'étais extrêmement turbulent. J'ai toujours été le premier de la classe depuis la maternelle, la primaire. Toujours été premier. J'ai jamais été deuxième, je sais pas ce que c'est. Mes parents me poussaient beaucoup. Alors mon père me poussait sur le sport, ma mère me poussait sur les études. Il savait que j'avais une ambition de faire médecine et peut-être que ils transféraient quelque chose parce qu'eux n'avaient pas fait d'études ni rien, donc ils étaient fiers de moi, donc ils m'ont toujours poussé. Mais depuis la primaire, j'étais turbulent. J'ai toujours fait le con, toujours à l'école, au collège comme pas possible. Au lycée, j'étais intenable. J'étais premier de la classe, j'avais pas les félicitations. J'avais des avertissements de conduite, etc. Je peux pas tout dire mais j'étais vraiment je taguais, je graffais, j'écoute du rap depuis que j'ai 13 ans, j'ai toujours fréquenté les gens qu'il fallait pas fréquenter, j'avais une vie très très dure et quand j'étais au lycée, tout le monde me disait que je serais jamais médecin.
mon prof principal, etc. J'aurais pas le bac, je serais pas médecin, etc. Enfin, c'était ça, parce qu'il se disait, mais ce type est pas tenable, il est pas... peut-être qu'il est intelligent et brillant et qu'il peut réussir des contrôles, mais il fera jamais une carrière dans quelque chose de compliqué. Et au final, j'ai eu mon bac avec mention très bien. Je suis allé leur montrer, à leur dire, bah tu vois, voilà, c'est juste que tu me comprends pas. Je pense que j'étais juste incompris. Puis comme j'avais des facilités, si tu veux, moi j'avais pas besoin de travailler. Enfin, même en médecine, en fait, j'ai jamais beaucoup vraiment bûcher comme je vois les autres bûcher travailler énormément. Ça m'est arrivé pour certains concours et puis pour le concours d'Allergo, mais sinon sur le long terme, je suis pas quelqu'un qui a besoin de lire 3 fois quelque chose pour le connaître. J'ai une mémoire un peu photographique, donc j'avais la chance de pouvoir m'amuser, de pouvoir faire le con ou de faire d'autres choses. Enfin, là, je parle du lycée et du collège et de réussir mon bac. Et puis quand je suis arrivé à la fac, bah, c'était pareil. J'ai fait plein de conneries. Plein de conneries. Des très grosses conneries. Je suis même passé en conseil de discipline pour bizutage, parce qu'on bizutait les premières années. Je suis passé en conseil de discipline. Donc, tu vois, ça a été très loin. Et puis après, j'ai arrêté de faire le con quand même. Et je me suis passionné pour l'associatif. Et c'est ça, après, qui a guidé ma vie jusqu'à maintenant. C'est là que c'est une de mes questions. Ouais. Parce qu'on connaît les études de médecine assez chronophages. Comme tu le disais tout à l'heure, les étudiants travaillent énormément. À quel moment tu te dis, je vais me lancer dans l'associatif, et ce que tu as fait de nombreuses reprises ensuite? Comment ça t'est venu? C'était une revanche pour toi? Non, en fait, je kiffe faire des trucs pour les autres, en fait. Ce que j'adore, c'est organiser. Et quand j'étais dans l'amphi en première année et que je voyais les deuxièmes, les troisièmes années qui venaient, puis qui nous parlaient des soirées qu'ils organisaient, qui nous invitaient, voilà, la fac de médecine, à mon époque, on était 130 dans la promo. C'était des promos à l'américaine. On se connaît tous, on fait tous ensemble des week-ends, etc. Très américain, très corporate. Et en fait, quand je les voyais, je me disais, mais je veux le faire. Je m'en fous de mon travail, je veux faire ça en plus, bénévolement. Mais moi aussi, je veux organiser des trucs. Alors peut-être parce qu'en fait, avec mes parents, j'avais toujours fait ça. Parce que ma mère, elle m'a mis au taf, j'avais 10 ans. Enfin, mon père, il m'a mis à démonter des voitures, etc., au garage. Ma mère, elle m'a mis à la plonge. Puis après, j'ai fait de la cuisine. Puis après, j'ai servi. Et je tenais le restaurant. Enfin, moi, je ne savais pas ce que c'était qu'un week-end quand j'étais collégien lycéen. Je travaillais tous les week-ends dans les restaurants de ma mère. Tous les week-ends. J'allais à Rungis avec elle la nuit, en semaine. Les vacances, j'ai travaillé au resto de ma mère. Et donc, j'avais déjà cette fibre un peu commerciale, tu vois, à aimer les gens, à discuter, à partager, à organiser des trucs, à vraiment créer quelque chose. Et quand j'ai été à la fac, je me suis dit, mais oui, je vais pouvoir reproduire ça. Je sais pas si inconsciemment, je savais que j'allais m'embêter dans mon métier de médecin, mais j'ai tout de suite su qu'il fallait que je fasse partie de ce groupe-là, quoi. Je les voyais, je me disais, mais eux, je veux être avec eux, je veux organiser des trucs. Donc déjà, quand tu es en deuxième, troisième année, tu te retrouves dans la corpo des étudiants et tu organises des soirées. Et moi, j'aimais beaucoup le partenariat. J'aimais faire VP Part, voilà, discuter avec les partenaires, négocier de l'argent, négocier des trucs organisés. Puis après, j'ai commencé à découvrir la représentation étudiante. Et là, j'ai tout de suite compris que je ne pourrais jamais être syndiqué. Je n'aimais pas les syndicats ni de droite ni de gauche et que je voulais être dans la représentation, mais apolitique. Et j'ai fait ça, j'ai été élu au conseil de fac, j'ai été élu au conseil d'université, j'ai été à la Corpo, puis je suis monté progressivement et j'ai fini à l'ANEMF, qui est l'Association nationale des étudiants en médecine de France. Et j'étais du bureau national, j'ai fait un an d'études, enfin un an sans études. Je fais une année sabbatique et je suis monté à Paris et pendant un an, j'étais au ministère, au Sénat, à l'Assemblée nationale, etc. pour faire du lobbying étudiant. C'était entre ma troisième et ma quatrième année. Donc, merci à mes parents qui m'ont permis de faire ça, parce que sans eux, j'aurais pas pu. Il fallait financer tout ça. Et à mon doyen, qui a accepté, parce qu'il fallait l'accord du doyen pour que je redouble et que je fasse ça. Et c'était là l'envol, en fait. Mais à la base, en fait, c'était pas... maintenant, en fait, tout ce que je fais, c'est pour faire bouger les choses. Maintenant. Mais à l'époque, quand j'ai commencé, c'était pour organiser. Et je le fais toujours. J'adore encore organiser plein de trucs, même dans la vie perso, avec les potes. C'est tout le temps moi qui organise tout, parce que j'aime ça. Mais à la base, c'était ça. Et c'était en voyant les autres, en fait, en me disant, mais ça, je veux le faire, quoi. Tu as toujours pris plaisir à le faire. Ouais, et je le prends encore. Alors, bien sûr, de temps en temps, je gueule, parce que quand tu es président d'Asso ou de l'Ordre ou de quoi que ce soit, en fait, tu es tout seul quand tu es président. Ouais. Le président, il y a des gens en dessous, il y a des gens avec moi, mais en fait, tu te retrouves à faire 99% du boulot. C'est normal, c'est le job de président qui est comme ça. T'es très solitaire quand tu montes des trucs. C'était une de mes questions que j'avais pour toi, parce que tu as choisi Chartres pour installer ton cabinet. Déjà, pourquoi ce choix? Parce qu'on est reconnu pour être un désert un peu médical. Ouais. Et c'était une question que j'avais pour toi, de savoir si, en tant que praticien,
et même pour tes patients, je sais que certains te posent des lapins, est-ce que tu ressens une pression pour toi, praticien, et pour eux, de savoir qu'il n'y a pas assez de spécialistes de santé? Oui, c'est extrêmement compliqué et ça met en péril mon activité et celle des autres. C'est-à-dire que quand on est dans un désert médical, faut comprendre que la médecine, on ne peut pas travailler seul, c'est pas possible. Moi, en tant qu'allergologue, j'ai besoin d'une structure où je vais hospitaliser mes patients pendant 3-4 heures pour leur faire certains tests. Ça n'existe pas dans le 28. Je suis obligé d'envoyer à Orléans, à Angers, à Tours ou à Paris. Donc c'est très compliqué. Il faut que je monte les dossiers, faut que je les envoie aux autres hôpitaux, etc. Il faut que mes patients ils aillent en dehors du département. Et puis quand j'ai besoin d'un avis gastro, ORL ou quoi, c'est pareil, c'est des choses très spécialisées pour lesquelles mes confrères ici sont pas spécialisés. Donc même si tu es bon dans ta pratique, que tu te formes, que tu sais ce que tu fais, tu as forcément besoin de toute façon de quelqu'un autour. Et ces quelqu'un, je les ai pas. Et c'est pareil pour tous les autres spécialistes. Donc oui, ça pèse, ça devient de plus en plus pesant. Et effectivement, il y a la pression des patients. Parce qu'on n'est que 2 allergologues pour tout le département. On a un délai d'attente qui est énorme, que quand on a des demandes et on voit bien que la situation elle est urgente, on se dit mais ce patient-là, je peux pas lui dire rendez-vous dans 6 mois. Tu le rajoutes sur le planning, tu le mets entre deux, tu fais des journées pas possibles. Enfin, quand je vois qu'il y a d'autres départements où les gens ils ont 1 mois d'attente, 15 jours, j'ai des collègues allergologues, ils donnent des rendez-vous dans 1 mois. Je me dis mais tu vois, c'est fou quoi. Je me dis mais je vais Toi, aller t'as là-bas. combien de temps d'attente? Là alors moi j'ai considérablement changé parce que quand j'ai commencé j'étais tout seul. Donc j'avais 6 mois, 8 mois d'attente. Mhm. Et puis en fait, j'ai fait le choix d'embaucher, de former, et j'ai une assistante et une secrétaire. Donc on est très peu d'allergologues à faire ça en France. Il y a plein de gens qui viennent me voir. D'ailleurs, il faut que je monte une boîte de consulting pour ça, parce que je fais ça bénévolement, mais c'est pas normal du tout. Donc il y a plein d'allergologues de toute la France qui viennent voir comment ça marche mon cabinet, parce que c'est assez novateur. Et moi, je les reçois avec plaisir. Et en fait, avec mon assistante, on a réduit les délais à 2 mois, 2-3 mois. Donc je suis quand même assez content parce qu'on a réussi à faire un gros taf. Et là, on est, tu vois, on est en février. Elle donne des rendez-vous pour. Je crois qu'elle est sur avril. Ok. On donne des rendez-vous pour avril alors qu'on est mi-février. Donc c'est exceptionnel. C'est un truc qui n'existe pas. Et, Je suis content. et dans le même temps, j'aimerais comprendre le processus qui t'a mené à vouloir développer une startup, Drago. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le projet en quelques mots? Qu'est-ce qu'est Drago? Drago, en fait, c'est pour aider les gens allergiques qui sont en cours de désensibilisation. D'accord, c'est un traitement qui est hyper long, qui est hyper chiant. Ça dure 3 ans. Il faut mettre 3 ans sous la langue, soit une pastille, soit des gouttes. Et ces pastilles ou ces gouttes, il faut les garder 2 minutes. Donc tu vois, c'est pas un comprimé à avaler. Quand tu as de la tension, du diabète ou je sais pas quoi, ou même un gamin qui est malade, tu avales un comprimé, tu as juste à le prendre. Oui, ok, c'est chiant, tu te mets un rappel, fais quelque chose, mais ça reste un truc juste à avaler comme ça. Et tu prends le pli. L'immunothérapie allergénique, c'est complètement différent. Il faut vraiment le retenir pendant 2 minutes. Et 2 minutes, mine de rien, c'est très très long. Et faire ça tous les jours sur le public qu'on a, parce que notre public cible, ça commence à 5 ans, il n'y a pas de limite d'âge, mais en vérité, en fait, on désensibilise les gens jusqu'à 40-45 ans. Donc on a des jeunes. Demander à des jeunes tous les jours de garder un truc pendant 2 minutes sous la langue, c'est lassant. Et on a 80% de pertes. Donc en fait, sur les 3 ans de traitement, il n'y a que 20% des patients qui arrivent aux 3 ans de traitement. Et à la fin, Donc c'est un constat combien de d'échec pourcents énorme. de succès? Et alors pour ceux qui le prennent, ça marche. On a des taux d'efficacité qui sont énormes. On a changé nos produits, on a changé nos façons de faire. Et la désensibilisation, c'est plus que c'était dans les années 90 et 2000. Mais si tu veux, c'est un constat d'échec qui est horrible parce que tu te dis, voilà un traitement qui marche, qui est remboursé par la Sécu et par les mutuelles, qui est recommandé par l'OMS, qui est recommandé par le GINA, c'est le Global Initiative National for Asthma, donc c'est l'organisme mondial contre l'asthme. Et il n'y a que 20% des gens qui tiennent le truc. Donc comment ça nous est venu Drago? Parce que je ne suis pas tout seul dans l'aventure. Pour faire vite, en 2019, il y a un labo, c'est Allergène Greer, qui fabrique de l'immunothérapie, Laura Leocadio, qui me dit ouais, on s'inscrit à un hackathon. Donc je ne savais pas ce que c'était qu'un hackathon. Alors, qu'est-ce que c'est un hackathon? Mais du coup, moi, dans ces situations-là, je fais semblant de savoir. Parce que tu vois, il faut jamais montrer que tu sais pas. Ça, moi, c'est un principe dans ma vie. C'est je fais semblant. Et après, soit pendant la discussion, je tape sur Internet ou sur mon téléphone ou quoi, et je me débrouille et je rattrape le train en marche. Mais je fais toujours en sorte de faire croire que je sais. Pourquoi? Sinon, je sais pas. Je supporte pas que les gens croient que je ne sais pas quelque chose. C'est horrible, mais c'est comme ça. Je peux pas. Voilà, je me débrouille après. Donc je me retrouve au resto et je tape hackathon sur mon téléphone, tu vois sous la table pour voir ce que c'est. Un hackathon, en fait, c'est tu prends des gens qui ont des idées
Tu les enfermes pendant 48 heures avec des informaticiens ou des étudiants en informatique. Et en gros, au lieu de mettre 6 mois à faire quelque chose, tu mets 48 heures. Alors, tu mets des juristes, tu mets des avocats, tu mets des comptables, tu mets des développeurs de projets, tu mets des informaticiens. Et le but, c'est vraiment, tu dors pas et pendant 48 heures, tu vas faire exploser ton projet et l'avancer beaucoup plus vite qu'en temps normal. En gros, c'est ça. Et donc, du coup, il y a beaucoup de startups qui y vont, il y a beaucoup d'étudiants en école de commerce, en école d'ingé, pour développer. Elle me dit, on va faire ça. Est-ce que tu aurais une idée, voilà, pour changer la vie des allergiques? On s'inscrit, c'est en novembre. On était en février-mars, tu vois, 2019. Je dis, moi, je sais pas, je vais réfléchir, je vais voir. Je te redis. Et puis j'en parle à un pote qui est Mickaël Pouliquin, qui est allergo à Rennes, avec qui j'ai fait ma capacité d'allergologie à Angers. Je dis, voilà, il y a le labo qui nous propose ça. Tu crois qu'on devrait, si on avait une idée et tout, on réfléchit. Et au congrès français d'allergo, donc en 2019, c'est au Palais des Congrès, Porte-Maillot, chaque année, on a notre congrès. On était dans l'amphi, puis on se dit, mais en fait, le traitement, il est dans le frigo, tu vois, de désensibilisation. Pourquoi on ferait pas un truc avec le frigo? On commence à partir dans un délire. On se dit, les gens, ils l'oublient, ils vont pas. Il faudrait que le frigo, il parle. Non, le frigo qui parle, c'est pas possible. On va mettre une tablette aimantée. Ah ouais. Et quand ils vont passer devant, ça va les détecter. Et du coup, ils vont dire, hey, t'as pas pris ton traitement. Et on commence à partir dans un délire comme ça. Et on se dit, voilà, on va mettre une tablette connectée sur le frigo qui va détecter par infrarouge les gens. Et si le traitement n'a pas été pris, ça va leur dire de le prendre. Tu vois, c'était ça, Drago, à la base. Ok, ça a bien évolué. Ça. Ce qui n'est plus du tout ça. Et du coup, on se dit, on fait ça, et on commence à en parler avec des gens, avec des labos, etc. Puis les gens nous disent, ouais, c'est pas con l'idée du device connecté, tout ça. Alors, ça demande à faire un cadrage juridique et tout ça, mais c'est pas con. Peut-être protéger votre idée. Bon, se protéger de quoi? Déjà, moi, je savais même pas ce que ça voulait dire. Je répète que je suis médecin, on n'a jamais fait d'études de commerce, ni d'ingé, ni quoi que ce soit. On n'y connaît rien, nous. Pas de market, ni rien. On est complètement novice là-dedans. Et puis, en fait, de plus en plus de gens nous disent, non, mais attendez, là, vous êtes en train de vous structurer, vous avez une idée, il faut la protéger. Donc, monter une société. Ça, c'est facile. Protégez-la à l'INPI. Donc, on fait ça dans l'été 2019. On crée une société. Drago, pourquoi Drago? Parce que c'était Game of Thrones et c'était la saison 5. Et du coup, on cherchait. Alors, moi, je cherchais un nom japonais de par mon amour pour le Japon et parce qu'en termes de market, c'est très vendeur. Il y a beaucoup de devices connectés en médecine qui sont japonais. Et on regardait la fameuse dernière saison catastrophique de Game of Thrones. Et en fait, il y a un des créateurs qui a dit, mais on devrait l'appeler Dragon. Dragon, c'est dans tous les langages. Tu sais ce que ça veut dire, Dragon? Il n'y a pas un pays qui ne sait pas ce que ça veut dire Drago ou Dragon. C'est universel. Et on dit, mais ouais, mais faut que ça veuille dire quelque chose. Et on a trouvé l'acronyme dispositif de rappel, d'amélioration et de gestion de l'observance. Mais il n'y avait pas le N, donc on l'a fait sauter. Et donc on se protège, on fait ça, et puis on crée. Alors avec Mickaël, on se rend vite compte qu'en fait, on ne peut pas faire ça à deux. Ok, là, comment tu fédères? Donc, comment du coup, tu montres à d'autres personnes de te rejoindre? Les potes. Les potes, tout de suite. Donc un pote de Lille qui est allergo aussi, Eric Fromentin, un pote de Fontainebleau, non loin d'ici, Édouard Sèvres, et une pote d'Olivet d'Orléans, qui est juste à côté, au Haïbiche. Et voilà, quand tu as besoin et quand tu as une idée que tu as besoin, moi c'est les potes. Tout marche avec les potes. Et je ne fais que... J'ai un gros problème de confiance. Je délègue très peu. Et j'ai confiance que vraiment aux gens que je connais. Ou aux gens que j'embauche parce que c'est moi qui les ai choisis si je les ai embauchés. Donc du coup on a dit bon allez on écarte aux potes et on va voir les potes. Donc on s'est retrouvés tous les 5 et on fait ce hackathon et on avait commencé. Alors en fait on a fait tout ce qu'il fallait pas faire au début avec Drago. C'est-à-dire que nous on s'est pas fait incuber. On a commencé par les devis de développement informatique avec nos idées alors qu'on n'avait pas fait le cadrage juridique, on n'avait pas fait ce qu'on appelle j'ai perdu le mot, le schéma directeur. Donc ça servait à rien ce qu'on avait fait, parce qu'on avait fait un devis, mais en fait avec des choses qu'on n'avait pas le droit de faire légalement. Donc c'était génial. Donc voilà, tout était à l'envers, et puis on fait ce hackathon, ça se passe bien, ça prend bien. Et puis arrive le moment fatidique où on se dit on passe à l'action, on passe pas à l'action, quoi. Mais là, justement, à ce moment-là, c'est quoi votre ambition? C'est quoi votre stratégie? Nous, c'était un délire. C'était un délire, si tu veux, c'est un délire entre potes. On s'est amusé toute l'année 2019 à avoir des idées, mais on a eu des trucs encore plus saugrenus que l'histoire. Enfin, la tablette, j'ai quand même passé juillet-août 2019 avec des Chinois par WhatsApp pour trouver des tablettes pas chères. Tu vois, c'est un truc de malade, à essayer de trouver des connexions via LinkedIn, etc., pour trouver des tablettes pas chères. Enfin, c'était n'importe quoi. Ça partait dans tous les sens. On a vraiment, je te redis, vraiment tout fait ce qu'il fallait pas faire. Et puis, il y a un moment, en fait, où on a eu le coup près, on s'est dit, mais non, soit on arrête tout,
On dit, bon, bah voilà, on s'est amusé, on a eu des idées. On n'est pas fait pour ça, on est médecin, on arrête. On arrête tout, basta. Soit on le fait, mais on le fait vraiment. Ça veut dire, on s'entoure, on prend des vrais juristes spécialisés en e-santé, on parle avec le comptable et on arrête de faire des trucs tout seul. Et on fait une levée de fonds, parce que nous, on ne va pas pouvoir payer. Il y avait des centaines de milliers d'euros d'argent à mettre sur la table. Et on fait une levée de fonds. Et puis on a discuté, on a dit, on croit en notre projet. On croit en notre délire. Donc il faut qu'on y aille, il faut qu'on le fasse. Parce qu'il y a un vrai problème. Il y a vraiment 80% des gens qui arrêtent le traitement. On est médecin, donc on pensait avoir la bonne idée. Et on pense toujours avoir la bonne idée parce qu'on est sur le terrain. Et le hackathon a été décisif parce qu'en fait, tous les porteurs de projets qui étaient là, c'était pas des médecins. C'était un hackathon spécial sur l'asthme et les maladies respiratoires et l'allergie. Et c'était des étudiants en commerce, des étudiants en ingé. Et ça a été décisif parce qu'on était là dans l'amphi, on se disait mais c'est pas ancré dans le réel leur idée. Ça prendra pas, les patients, c'est pas ça qu'ils attendent. Et puis voilà, il y avait plein de petites choses comme ça et on s'est dit mais non, nous, on a une légitimité. Parce que nous, on est au contact des patients, on parle avec les patients et on sait ce que les patients ils veulent. Donc du coup, on s'est dit, on y va. Si on y croit, il faut y aller. Donc on a posé on a acheté le micro par terre, on a dit allez, on y go. Et là, on s'est vraiment entouré. Donc on a pris un gros cabinet spécialisé en e-santé à Paris. On a pris des conseillers en propriété intellectuelle à Paris qui sont en train de poser un brevet. Ça fait 2 ans et demi qu'on est en négociation pour le brevet. On a levé des fonds en love funding. On a levé presque 200 000 euros. On a investi, nous, personnellement. On a la BPI qui nous suit. Et donc voilà, c'était ça. C'était, bah non, est-ce qu'on arrête ce délire ou est-ce qu'on se transforme ? Et bien sûr, on a pris des patients. Donc on a pris mes patients, parce que nos développeurs sont de Chartres. Donc c'était plus simple. Mais on n'a pas voulu le faire que nous. On a pris des patients qui étaient en cours de désensibilisation ou des patients qui allaient en avoir une. Et en fait, ils ont été partie prenante dans le développement de l'appli. Et ils nous ont aidés à la construction de l'appli pour que ça soit encore plus au plus près de ce que les patients avaient besoin. Voilà. Et c'est le déclic, ça a vraiment été le hackathon. On s'est dit, mais ouais, on est bon, on a une bonne idée, il ne faut pas qu'on la lâche, il ne faut pas que quelqu'un nous la prenne. Et il n'y a pas d'histoire d'argent derrière. Parce que nous, comme on est médecin, on ne peut pas gagner d'argent là-dessus. Et là, justement, il y a une utilité. Maintenant, c'est une application, un jeu mobile, c'est un jeu mobile, où pendant 2 minutes, on joue un jeu tous les jours. C'est ça. Qui permet aux patients de bien prendre le traitement. Est-ce qu'on a déjà, je ne sais pas si vous avez déjà des chiffres ou... Ouais, donc c'est exactement ça, Dragou. Donc pendant les 2 minutes, tu mets ton traitement sous la langue et au lieu de rien faire, parce qu'en fait, les gens depuis 30 ans, ils font rien. Et ils mettaient ça sous la langue, ils attendaient, puis au bout d'un moment, ils en avaient marre et au bout de 6 mois, non, ils arrêtaient. Maintenant, on les fait jouer. Nous, on s'est dit, les 2 minutes, autant leur faire quelque chose. Donc c'est des jeux d'éducation thérapeutique où ils apprennent, etc. Donc il y a plein de trucs sympas. Et il y a un petit avatar aussi, avec un effet Tamagotchi, c'est-à-dire que plus tu prends ton traitement, plus tu es sérieux, plus ton avatar évolue. Donc il n'y a pas que le jeu pendant 2 minutes, qui est là pour lutter contre la lassitude. Il y a aussi cet avatar avec un espèce de processus d'identification. C'est-à-dire que plus tu vas être sérieux dans ton traitement, et donc plus tu vas guérir, plus ton avatar grandit. Donc tu commences par un œuf, et petit à petit, c'est un dragon qui grandit, qui passe du stade dragono à dragon adolescent, puis dragon adulte, puis dragon mystique, etc. Et tu lui achètes des accessoires. Donc tu vas le customiser tous les jours, et plus tu es sérieux et plus tu gagnes au jeu, plus tu vas pouvoir lui acheter des accessoires et en faire... voilà. Donc... on a à l'heure actuelle, on a dépassé la barre des 7500 utilisateurs quotidiens. On s'était fixé 10 000 pour cette première année, c'est sorti en novembre 2020. On s'était fixé le cap des 10 000, donc on l'a presque atteint. Ça a été très compliqué pour nous en termes de com, parce que le Covid, donc toute la tournée qu'on avait prévu de faire, toutes les formations, tous les allergologues qu'on devait aller voir pour leur expliquer, etc., tout ça, ça a été mis à mal par le Covid. Donc très compliqué pour la com. C'est entièrement gratuit et ça c'était notre cheval de bataille, c'était que l'appli soit gratuite à l'intérieur, il n'y a aucun achat intégré, il n'y a aucune vidéo pub. On a réussi à faire un business model où on ne perd pas d'argent et où c'est entièrement gratuit pour le patient. Il n'y a jamais un centime à donner. Donc ça, c'est vraiment ce dont on est le plus fier parce que, comme je te l'ai dit, on n'a pas le droit, nous, de gagner d'argent dessus. On ne peut pas se verser de salaire parce qu'il y a la loi anti-cadeau et comme dans le monde médical, et comme nous sommes médecins prescripteurs de désensibilisation et qu'il y a des labos sponsors derrière qui fabriquent la désensibilisation, il y aurait un effet de vase communicant et on n'a pas le droit de se verser d'argent dessus. Donc en fait, c'est du bénévolat pur ce qu'on fait. Et vraiment, le nerf de la guerre, c'était que ça soit gratuit pour les patients. Donc voilà, on est à un peu plus de 7005 pour la France pour l'instant. Donc ça va monter petit à petit
en puissance. Et l'idée, c'est l'Europe, puis l'Asie, puis les États-Unis. Et le monde. Et le monde, voilà. Je te vois un peu comme un Tony Stark. Je ne sais pas comment tu arrives à tout faire, d'où ma question. Comment tu fais? Est-ce que tu dors la nuit? Non, je dors très peu. Et quand on me pose la question, je dis les journées font 24 heures et les gens n'utilisent pas les 24 heures. Ouais. Alors, tu utilises combien, toi? J'en utilise, c'est simple, je commence à 8h30 et je m'arrête à 2h du mat. Ok, donc tu dors Et c'est 6 du heures par nuit? non-stop. C'est du non-stop. En fait, mon temps, c'est très simple. C'est les consultes le matin. J'arrête à midi. À midi, je vais au conseil de l'ordre. Donc, je gère mes trucs au conseil de l'ordre sur le temps de midi. Je mange très peu ou je fais du sport ou je fais un rendez-vous politique. Après, je consulte toute la journée. Le soir, je rentre. Je couche mes enfants. Je suis là tous les soirs pour les coucher. Et après, je recommence à travailler. Et j'ai de la chance, en fait, que la plupart des gens qui bossent avec moi aient le même rythme. C'est-à-dire que je suis vice-président du Conseil national professionnel en allergologie. Là, j'ai monté une autre asso, le Conseil de l'Ordre, Drago. On est tous médecins, en fait. À la Société française d'allergos, pareil. Le syndicat français des allergos, je suis vice-président. On a tous le même planning. On consulte tous en journée. Donc, de toute façon, on ne peut bosser ensemble que le soir. Donc, toutes nos visios sont à 20h, 21h, 22h. Et puis, quand j'ai fini les visios, après, je suis sur mon ordi, puis je travaille et je fais mes mails, etc. Donc, c'est vrai que ça serait très compliqué si j'avais des gens à gérer qui ont pas le même planning que moi. Ça serait pas possible. Mais Ouais. le truc, c'est qu'en fait, tous les gens qui m'entourent, dans l'allergologie et dans les instances nationales et même locales, puisque je suis président du Conseil de l'Ordre et que les médecins qui m'entourent, ils travaillent la journée. Tu vois, nos réunions du Conseil de l'Ordre, c'est le soir à 20h30, quoi. Ouais, vous êtes dans le même écosystème. Donc, voilà, on est donc... ah oui, si un jour ça venait à changer de paradigme, je serais très embêté. Si on me demandait des rendez-vous à 9h, 10h, 11h ou 14h ou 15h, je peux pas parce que moi j'ai toujours dit que j'étais médecin et je serai toujours médecin et je fais mes consultes. C'est-à-dire tout ce que je fais en dehors, c'est du bénévolat. Et je n'arrêterai jamais la médecine et je ne réduis même pas. Même quand j'ai été élu président du Conseil de l'Ordre, je n'ai pas réduit mes consultes. Je consulte toujours le même nombre de patients par semaine. Donc en fait, oui, il faut travailler le soir. Donc là, quand on aura fini, je vais travailler jusqu'à 1h, 2h du mat et c'est comme ça tous les soirs. Donc, et les week-ends, les week-ends c'est du non-stop et j'ai pas de vacances. Et comment tu tiens? Je ne prends jamais de vacances. Ouais, justement, comment tu tiens? C'est parce qu'en fait ça bouge, donc ça va. J'ai essayé de moins faire et c'était une catastrophe. C'était limite la dépression. Je peux pas ne pas avoir plusieurs projets en même temps et pas essayer de monter un truc, etc. C'est impossible. J'ai essayé il y a un an et demi, j'ai dit tiens, j'arrête ça. C'est une catastrophe. Okay. L'horreur, ma femme n'en pouvait plus. J'étais au fond du trou et puis après, paf, j'ai repris 2-3 mandats par-ci par-là, j'ai refait des trucs et ça va mieux. Mais c'est des gens comme ça, enfin. Tu vois, on est des promoteurs, comme on dit en ProcessCom, et on a besoin de faire plein de trucs. Et si je fais pas plein de trucs, je suis pas bien. Et ce qui me motive, c'est vraiment, en ce moment-là, depuis 2-3 ans, c'est vraiment de bouger les choses. Tu vois, Drago, c'est vraiment bouger les lignes. On a digitalisé, on a fait un truc gratuit. On a eu du mal au début, parce que l'ancienne génération d'allergologues n'a pas compris. Même encore parfois, on a des remarques. Ils ont eu peur, ils ont cru qu'on faisait ça pour l'argent, ils ne comprenaient pas où on voulait en venir. Eux ne sont pas du tout digitalisés, donc ils disaient mais ça va servir à rien. Les gens, ils vont pas jouer sur leur téléphone. Bah si, les gens, ils sont sur leur téléphone H24, bien sûr, qui vont jouer à Drago. Donc tu vois, on a dû se battre pour le faire accepter par la communauté. Et du coup, je suis content d'avoir fait bouger les lignes. Et pour les patients, parce que moi, j'en retire rien du tout de Drago. Mais les patients, eux, quand je les vois en consulte et qu'ils me disent ah vous savez, ils jouent à Drago, c'est super parce que maintenant ils prennent son traitement tous les jours. Je dis, bah voilà, j'ai gagné. Ça, c'est tout, c'est ça. Et du coup, c'est ça qui donne la force après de travailler le soir. Tu te dis, oui, le week-end, il faut bosser. Oui, il faut se taper des heures de mails et de trucs et de réunions. Et on fait des visios, même le dimanche soir, hyper tard, avec le syndicat, etc., avec plein de choses. Mais au final, tu fais bouger les choses. Et quel conseil tu donnerais à toi, Julien, d'il y a 25 ans, ou même à tes enfants? Peut-être le conseil que tu leur donnes, c'est peut-être le même. Si je devais me donner un conseil. Ouais, à toi, il y a 25 ans. C'est de plus écouter les autres autour de moi. Parce que je fonce toujours tête baissée. Je donne la confiance très vite, en fait. Je suis pas un persévérant. J'ai pas besoin que quelqu'un m'explique par A plus B pourquoi ça fonctionne ou pourquoi il est bon, quoi. C'est au faciès. Hop, je donne ma confiance. Quand je vois un truc, je fonce tout de suite. Et après, je regrette. Donc j'arrive à rattraper parce que je gère moi-même après et je rattrape. Mais cet excès de confiance que j'accorde aux autres ou que j'accorde pas, parce qu'il y a des gens, j'aime pas leur tête, voilà, je bosse pas avec eux.
Mais c'est comme ça. Voilà, là, tu vois, j'ai embauché au Conseil de l'Ordre. Les CV, je les regarde pas, quoi. Je m'en fous complètement du CV. Je regarde là, j'ai reçu une dizaine de jeunes femmes. C'est à la tête, c'est la façon dont ça se présente, c'est comment elle me parle, c'est comment elle répond, etc. Puis c'est à la confiance, quoi. Voilà. Et je me suis fait avoir. Il y en a une, ça l'a pas fait, tu vois. Ça l'a pas fait. Donc là, la nouvelle, ça va et ça tient la route et tout. Mais et pourtant, les autres me le disent. Ils me disent, Julien, tu vas trop vite. Fais pas confiance. Fais ça. Écoute-nous. Fais attention à ça. Fais pas ci. Parle pas avec un tel. Parle plutôt avec lui. Mais j'écoute pas. J'écoute pas trop les autres. Je suis un espèce d'effet tunnel. Je fais ma route à moi, mon truc. Et puis après, quand il y a un truc qui va pas, je me dis, ah, mais on me l'avait dit. On me l'avait dit, ça. Ma femme me l'avait dit. Mon père me l'avait dit. Mes potes me l'avaient dit. Euh, le seul conseil que je me donnerais, alors je me donnerais pas comme conseil de moins faire ou de plus faire. Ça, si c'est par là que tu voulais aller, c'est non. Non, pas du tout, pas du Mais, tout. mais le vrai conseil, ça serait, il faut que j'arrive un peu plus à. Alors j'y arrive maintenant. Je me suis beaucoup calmé, j'apprends. Un gros merci à Émilie Richin là-dessus. Enfin, Émilie Vautrin-Césaréo, qui est médecin généraliste à Chartres, qui est une copine très proche et qui est présidente de la CPTS, donc du groupement de professionnels de santé, qui m'aide beaucoup là-dessus. Et ces dernières années, tu vois, c'est elle qui a organisé la vaccination, la D'accord. vaccinodrome à Chartres avec l'agglomération, etc. Et elle m'a beaucoup aidé là-dessus. Je suis obligé de le dire, parce que si elle écoute. Et ouais, il faut que j'arrive. Voilà. Je dirais à Julien, slow down, quoi. Voilà. Calme-toi. Essaye de. Et c'est le même conseil que tu donnes à tes enfants? Non, là, mes enfants, je les élève à l'américaine, en fait. Tu C'est-à-dire? vois, ils font un truc nul, j'en fais tout un plat et c'est les meilleurs du monde et c'est des astronautes, quoi. Parce que je pense vraiment, alors je suis très américain dans ma façon de vivre, tu vois, tu me connais, Je sais que t'aimes beaucoup. les pulls enfin je travaille, je consulte en pull à capuche, en basket. Je suis allergologue et président du Conseil de l'Ordre. Je pense que je suis le seul de France à me permettre ça, mais parce que je vois, tu vois mes casquettes là-bas que tu vois, j'écoute du rap. Voilà, je vais aux États-Unis, j'y vais là la semaine prochaine. Hein, je vais à Phoenix en congrès la semaine prochaine et j'espère pouvoir parler de Drago. Cette nuit, j'ai pas dormi parce que j'ai regardé le Super Bowl, tu vois. Énorme. Voilà. Donc, je suis vraiment très américain dans ma façon de parler à l'autre, dans ma façon de mes relations amicales. Elles sont très américaines, ma façon de voir les choses. Et l'éducation que je porte à mes enfants, c'est aussi ça. C'est du renforcement positif constant. Il y a un truc qui m'a marqué en fait quand j'étais aux États-Unis. J'étais à Central Park avec ma femme et il faisait super beau et on était allongés dans l'herbe. Et à côté de nous, alors tu sais, les Américains ils vont à l'école le matin, mais l'après-midi, il y a que dalle. Hein, ils font du sport, etc. Et là, c'était des tout petits bambins, mais ils étaient minuscules. Et ils avaient un énorme gant de baseball dans la main. Et il y avait un espèce de type qui leur lançait des balles, mais les gamins, ils avaient 3 ans, ils étaient incapables de ramasser la balle. Et il y a un gamin qui ramasse la balle par terre avec son gant, tu vois. Il était tout fier. Le type est arrivé, il en a fait des caisses, tu vois, à l'américaine. Yeah, man, give me 5, machin. Il l'a pris dans ses bras, il l'a fait sauter en l'air. Et je me suis dit, ouais, mais c'est ça qui nous manque ici. Nous, on est toujours en train de rabaisser tout le monde. Quelqu'un fait quelque chose, on met très peu les gens en valeur dans la société civile. Il y a des gens qui font des choses incroyables tous les jours, qui peuvent paraître rien du tout, mais qui sont des choses incroyables. Et on met pas assez les gens en valeur. Et moi, mes enfants, dès qu'ils font le moindre petit truc, je leur dis, t'es le meilleur, t'es machin. Ma femme, elle me dit, c'est pas bien, il faut pas, tu vois, on n'est pas trop d'accord sur le wording apporté, sur la façon dont on leur parle. Mais moi, je suis toujours en train de faire ce renforcement positif constamment. Vas-y à fond, donne-toi à fond, tes copains, vas-y à fond, aime-les, profite d'eux. Quand je les emmène le matin, je leur dis profite bien avec tes copains, rigole avec tes copains, fais machin. Et tout est comme ça en fait. Donc je les bride pas. Et au contraire, je les pousse à faire le plus possible. Il fait du judo et c'est pareil, je le pousse à faire du judo et il fait de la natation aussi. On est dans le renforcement positif constant. Mais c'est pas du tout européen de voir de voir ça comme ça. Il y a des gens qui trouvent que c'est trop, tu vois, esprit compétiteur, compétitif. Je leur dis toujours, faut que tu sois le meilleur, faut que tu gagnes, faut que tu dépasses tout le monde. Ça peut avoir un effet inverse, hein, donc faut faire gaffe aux enfants. Je le fais parce que je sens qu'ils sont capables de le supporter. Si je voyais, de toute façon, il y a ma femme qui est là, donc j'ai pas 100% de la décision, elle me calme, mais je le fais parce qu'ils en sont capables et parce que je sens qu'ils peuvent. Mais
Je pense que c'est vraiment important quand tu peux les booster. Et je pense que c'est dans la petite enfance que ça s'apprend, quoi. Parce que la vie, c'est ça, quoi. Enfin, je veux dire, même si tu fais pas d'études et que tu fais un métier, un apprentissage ou quoi que ce soit, il faut que tu te surpasses. Je veux dire, il faut que ton métier, tu le connaisses. Faut que tu te surpasses pour les autres. Quand tu seras menuisier, il faut que tu fasses le plus beau meuble possible pour que tu sois fier de ton travail et que tu sois content que quelqu'un ait ce meuble-là chez lui. Tu vas pas faire menuisier de pacotille, quoi. Tout métier que tu fais ou tout ce que tu fais dans ta vie, tu dois te surpasser pour que le produit final soit génial. Et je pense que c'est pas quelque chose qui s'apprend à 18 ans. C'est pas quelque chose que l'éducation nationale apprend, clairement. On n'a dit pas de politique, mais voilà, clairement, l'éducation nationale ne fait pas ce rôle-là. Ils sont certainement pas là pour ça en plus. Mais je pense que le rôle des parents, dès que les enfants sont petits, c'est de leur montrer qu'il faut se surpasser tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Sinon, à l'âge adulte, les pauvres, ils vont se prendre une grosse claque dans la tête. Hein. Mais toi, tu es beaucoup sur le positif. Est-ce que tu as quand même, à titre personnel, eu un échec? Quelque chose qui t'a vraiment marqué, un échec qui t'a vraiment peut-être fait rebondir, ou voilà, un échec qui t'a vraiment marqué? Un échec qui m'a marqué. Bah non. Putain, c'est dur, mais ça va faire très prétentieux. Mais en fait, non, j'ai jamais... écoute, le sport, j'ai toujours gagné tout ce que je voulais, etc. Mes études, je les ai réussies. Mon cabinet, je l'ai. Les élections à l'ordre et partout, et toutes les assos que j'ai montées, j'ai toujours réussi. Les élections nationales, là, pareil. J'ai pas d'échecs derrière moi. Je pense qu'ils vont être devant moi, les échecs. Ils arriveront forcément à un moment ou à un autre. Sauf si je continue de bosser comme un malade pour. Mais je pense que le fait que... Enfin... Les échecs aussi, c'est quand tu prends des risques. Mais j'ai jamais vraiment pris trop de risques parce que tout ce que je fais, je le fais à fond et je le maîtrise et je le cadre. Donc, si tu veux, ma philosophie, c'est plutôt l'échec, c'est quand t'as... Enfin, pour moi, c'est quand t'as pas préparé, quoi. T'as pas cadré, t'as pas préparé, ou t'étais pas la personne qu'il fallait, ou tu l'as pas préparé comme il fallait, et tu te plantes. T'as toujours le facteur extérieur et le facteur modificateur qui peut faire que, mais dans ce que je fais, je veux dire, moi, créer une association par-ci, par-là, pour la promotion du territoire, pour les déserts médicaux, pour les applis, etc., je sais ce que je fais, je suis issu du terrain, ça marche. Je prends pas énormément de risques, en fait. Tu vois, Drago, on prend un risque énorme financier parce qu'on a mis des billes personnelles, mais au final, on savait que le produit, il allait plaire. Et on savait que les sponsors allaient nous suivre, parce qu'on est du terrain. Le Conseil de l'Ordre, je savais que j'allais être élu parce que j'ai fait mes preuves et parce que mes pairs me connaissent et qu'ils savent que je me bouge. Le syndicat français, pareil. Le CNP, pareil. Je trouve pas que je prenne énormément de risques, donc forcément, je pense pas qu'il y ait des échecs. Le dernier échec en date, alors si sportif, c'est au mois de décembre, à une compète de judo, je me suis fait lamider. Et ça, c'est vrai par contre que je l'ai mauvaise. Je l'ai très très mauvaise. J'ai eu beaucoup de mal à remonter sur le tatami. J'ai eu une grosse perte de confiance en moi sur la dernière semaine. J'en ai parlé à mon prof. Je lui ai dit j'ai un espèce de blocage. Revenir de cette compète avec 0 points, ça m'a miné. Je pense que c'est quelque chose qui m'était jamais arrivé. Et là, j'ai une compète dimanche. Donc il va falloir que le samouraï revienne à fond. Mais tu vois, hormis ça, en fait, l'échec, non, je connais pas, mais parce qu'en fait, je maîtrise tellement tout. Et je suis tellement dans l'appropriation et je cadre tellement tout et je bosse tellement que je vois pas comment je pourrais échouer. Ouais. Je vois. Et tu as quand même un tout petit peu de temps libre. Qu'est-ce que tu fais du temps libre que tu as? Qu'est-ce que tu aimes? Netflix. Alors bon, le sport, parce qu'il y a le judo et puis il y a le crossfit. Mais après, c'est les loulous, c'est les enfants. Donc on fait... On passe beaucoup de temps avec eux à faire plein de choses avec des enfants de cet âge-là. Et puis moi, c'est Netflix. J'ai une salle de ciné en bas. J'ai plus de 800 DVD. C'est une passion qui m'était transmise par l'un des chefs cuisiniers de ma mère quand j'étais collégien. Tu vois, la passion du ciné. Et le cinéma français, le cinéma américain. J'ai rencontré Al Pacino. Je suis passionné par tout ça. Et donc c'était les films avant. Et puis après, il y a les séries qui sont arrivées. Et puis Netflix, et là, ça a tout fait. Et en fait, je bosse avec Netflix en fond, en fait. C'est ça le secret. C'est ça le secret, en fait. C'est pas du travail à 100%, c'est Netflix. Mais c'est monstrueux. Je regarde... je sais pas...
je sais pas, mais je me bouffe mais minimum 1 à 2 saisons par semaine, mais c'est horrible. Parce que là, hier soir, pendant que je bossais, j'ai commencé Inventing Anna, Ok. tu vois, et j'ai regardé 4 épisodes en bossant. Hmm. Que je vais finir ce soir, je vais le mettre en fond, mais les séries, elles n'ont pas le temps de sortir sur Netflix dans la semaine, elles sont faites. Hein. Ah oui, Donc, tu déconnes pas. ouais, C'est ouais, du ouais, vrai ouais. Et puis le soir, et binge-watching, puis quoi. je m'endors aussi avec ça. Ouais, c'est vraiment ça, ouais. C'est les séries. C'est les Et séries. est-ce qu'il y a un film qui t'a vraiment marqué? Si peut-être tu dois conseiller un film à nos auditeurs, un qui t'a vraiment plu. Un seul. Allez, pas une Un seul, série, parce c'est que des séries, compliqué. il y en aurait Un seul, tellement. je crois que je dirais, c'est pour le must du must pour moi, c'est vraiment très compliqué entre deux, mais je vais dire Il était une fois en Amérique de Sergio Leone avec De Niro, etc. C'est incroyable, c'est une épopée incroyable qui commence à New York quand les gamins ont entre 5 et 15 ans, une petite bande de petits voyous à l'époque de la Prohibition. Et puis c'est une fresque incroyable qui suit cette bande de potes jusqu'à la fin, donc sur des dizaines et des dizaines d'années. Euh, la musique d'Ennio Morricone est mythique, la réalisation de Sergio Leone est incroyable avec la reconstruction du New York d'époque, avec les, les costumes qui sont incroyables, le jeu de James Woods et de Niro qui sont incroyables. Euh, tout est parfait dans ce film et je le mets à égalité avec Le Parrain 2. Le Parrain Deux. 2, qui est pareil, qui est la reconstruction aussi de l'époque alors plus ancienne. Le Parrain 2, l'époque avec De Niro, c'est avant l'époque d'Il était une fois en Amérique. Voilà, c'est un travail, je trouve, qui n'existe plus trop dans les films de maintenant. C'est clair, il n'y a plus de reconstitution comme ça, il n'y a plus de décors comme ça, plus de costumes comme ça, il n'y a pas d'acteurs. Alors on avait encore maintenant, tu as un peu voilà, Brad Pitt, Edward Norton, qui dans leur génération sont les meilleurs. Mais on n'a plus d'acteurs qui sont capables de faire ce que De Niro et Al Pacino sont faits. Je ne veux pas faire le vieux con, mais c'est une réalité. Il n'y a plus d'acteurs qui sont capables de faire ce qu'ils faisaient. C'est incroyable. Et ce film, Il était une fois en Amérique, c'est pas possible de ne pas l'avoir vu. Il faut absolument voir ce film une fois dans sa vie. C'est... Je vois que t'es passionné, rien qu'à voir tes yeux. Ah ouais, non mais c'est la beauté du cinéma, quoi. Bien sûr que j'adore regarder des Marvel et tout ça. Ouais. Bien sûr, je vais pas, je les regarde, mais faut se rendre compte d'à l'époque, ils n'avaient rien. C'est-à-dire, ils avaient juste une caméra, des gens pour créer des costumes. Ils n'avaient pas ce qu'on a maintenant. Ils n'avaient pas l'argent, ils n'avaient pas la technique, ils n'avaient pas la manière de filmer, ils n'avaient pas le numérique. Euh, Ils se Tu vois, sont ils n'avaient lancés. pas de moyens de communiquer. Ils ont osé. Ils l'ont ont osé, fait. ils ont fait incroyable. Mais tu te rends compte, fallait fabriquer de toutes pièces et reconstituer des décors incroyables. Enfin, c'est monumental ce qu'ils arrivaient à faire. Maintenant, tu mets 4 geeks derrière un ordinateur et puis tu crées une planète. Tu vois, et tu fais un Star Wars, quoi. Bon, ils sont pas 4, j'exagère, mais Ouais, c'est un autre métier. Mais là, je suis très attaché au jeu d'acteur et à l'acting, quoi. Et c'est vrai que c'est une époque qui n'existe plus, quoi, maintenant. C'est comme les vieux films français. J'ai toute la collection de, de tous les Audiard, etc., avec les Gabins, avec les Delon, enfin, c'est des gueules comme ça, tu vois, on en a plus trop, quoi. Ça c'est manque. vrai. Ça manque. En tout cas, merci de nous avoir fait voyager dans son univers, Julien. J'aurais une dernière question pour toi. Si des auditeurs veulent t'écrire, où est-ce qu'ils peuvent le faire? Tu préfères quels réseaux sociaux Alors, mon mail, je réponds 7 sur 7 comme à Ouais. mes patients. Tu vois, tu disais, j'arrête jamais, je réponds aux patients 7 sur 7. Mon mail, qui est disponible sur Doctolib, donc ils peuvent m'écrire. Mon Facebook, donc via Messenger, il n'y a pas de souci, c'est Julien Côté. Mon Insta, Je dr.julien.côté. mettrai toutes les références. Voilà, dans il y a tous les l'Insta, cas. il y a le Facebook. C'est là-dessus, de toute façon, je suis H24. Et ouais, sur le Messenger du Facebook, il n'y a pas de souci. Sur Insta, un DM sur Insta, il n'y a pas de souci. Et TikTok, j'ai abandonné. Hein, on en reparlera, mais j'ai abandonné TikTok. Je regarde TikTok. Alors, tu me disais quel est mon passe-temps favori à Netflix, mais il y a TikTok aussi. Parce que Ça t'a pris TikTok et Insta, c'est monstrueux. Ils sont très forts. Hein. L'algorithme est très très fort. C'est monstrueux, mais c'est addictif. Et alors, il faut regarder les heures sur mon téléphone, mais écoute, je suis aux toilettes, je regarde TikTok, quoi. Je regarde Insta, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est fou. C'est hyper addictif, ce truc. Ils ont trouvé un truc incroyable, là. Ce switch de vidéo sur TikTok, c'est l'idée du siècle, hein, quand même. Hein. Donc, Ouais. au niveau des réseaux sociaux, j'entends, ils ont quand même révolutionné le truc, parce que Insta était très figé, Facebook était très figé, Twitter aussi, dans leur carcan. TikTok est arrivé, ils ont tué le game.
C'est la revanche Squid Game. asiatique sur les gens américains. Mais oui, mais complètement. Ils ont inventé une façon de faire qu'après, maintenant, les réels d'Insta ont repris, etc. Mais à la base, c'est TikTok qui a inventé tout ça. C'est très, très, très bien fait. Et je suis vraiment TikTok addict. TikTok addict. Ça sera le mot de la fin. Voilà. Merci beaucoup de ton temps, Julien. Merci à toi. À très vite. Salut. Et voilà, c'est déjà la fin. Mais si vous êtes encore là, c'est que cette discussion de fil en aiguille vous a plu. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que j'en ai pris à l'enregistrer. Croyez-moi, c'est uniquement possible grâce à votre soutien. Alors je compte sur vous pour largement le partager. Ou plus simplement encore, vraiment plus simplement, en me récompensant d'une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode.